Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec un format highlight. Comme vous savez, parfois dans les formats highlight, on essaie d'adresser des grands thèmes qui structurent le monde du sport. Et aujourd'hui, on va aborder le thème du recrutement dans le sport avec PE de Boost. Salut PE. Salut Pierre. On a fait un petit épisode juste avant, on a un peu parlé de la trajectoire de Boost, mais cette fois-ci, on va vraiment adopter une posture d'expert et essayer de faire comprendre à nos auditeurs et à ceux qui nous regardent sur YouTube le monde du sport et le monde du recrutement dans le sport, et tu vas essayer de nous donner pas mal de tips pour comprendre cet écosystème qui fait beaucoup rêver, Avec plaisir. qui drive beaucoup de passion, mais pour lequel il faut aussi beaucoup d'expertise. Ce que je te propose, c'est de peut-être commencer tout de suite avec l'événement qu'on vient de vivre, qui sont les Jeux Olympiques. On a eu, rien qu'au COJO, plus de 4000 personnes qui ont bossé au COJO, et puis depuis septembre, il y a plus de 4000 personnes, elles n'ont plus de taf. Mais on peut parler des gens du COJO, mais de tout l'univers autour des Jeux. C'est quoi pour toi le bilan post-JO, et qu'est-ce qui se passe dans le marché du travail post-JO? Bonne question en entrée de jeu. Tu me demandais tout à l'heure si la fête était finie sur le recrutement au monde du sport. Ouais, elle est un peu finie, elle est même bien finie. En fait, pour ça, il faut juste prendre un petit peu de 3 chiffres, tu vois, en macro, pour se rendre compte de ce que c'est que le nombre de personnes, par exemple, qui travaillent dans le sport en France, en dehors des emplois publics, type, tu vois, les coachs, etc. En gros, en France, tu as à peu près 250 000 personnes, si on prend des grosses masses, qui ont un emploi directement lié au monde du sport dans le secteur privé. Ce chiffre, il augmente de à peu près 4% par an de manière assez stable depuis une dizaine d'années. Donc, tu vois, si tu prends 4% de 250 000, ça te fait chaque année 10 000 nouveaux emplois qui sont créés dans le monde du sport. Et quand je parle de nouveaux emplois, je parle de, tu vois, une nouvelle salle de sport qui s'ouvre et qui a besoin de personnel pour l'opérer, jusqu'à des postes de recrutement, tu vois, en direction chez des équipementiers ou dans des ligues privées ou ce genre de choses. Donc, tu as un panel quand même assez large dans ces 10 000 jobs. Et là, tu l'as dit, du coup, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 24, donc le COJOP, c'était 4200 personnes. Ouais. Ça, c'était rien que les emplois directs. Ensuite, on estime, toutes les études qui ont eu lieu estiment qu'il y avait à peu près 180 000 emplois qui étaient mobilisés. Le terme, c'est mobilisé autour des Jeux. Et donc, dans ces 180 000, tu en as 90 000 pour, on va dire, construction, restauration, tourisme, et 90 000 plutôt liés à l'événementiel et à l'organisation. Ouais. Donc, c'est cette deuxième tranche de 90 000, ils sont quand même assez proches des métiers du monde du sport. Donc là, il y a 90 000 personnes. Donc même si on fait un ratio, tu vois, et qu'on se dit que sur ces 90 000, il y en a peut-être qu'un tiers qui avait un emploi qui avait été directement créé par les JO et qui du coup doivent se recaler, tu as du coup à peu près 30 000 personnes, plus les 4 000 du COJO, ça fait 34 000. Et tout à l'heure, je t'ai dit que le monde du sport en France, chaque année, il crée à peu près 10 000 emplois. Ouais. Donc, il y a un petit écart léger qui en fait correspond à toutes les personnes qui aujourd'hui sont en train de chercher ou ont déjà trouvé leur prochaine expérience professionnelle. Et on va en venir du coup à la question un peu de ce qui se passe concrètement. Ouais. Ce qui se passe concrètement, c'est que c'est pas évident pour les personnes qui cherchent un taf dans le monde du sport en ce moment. Ça, faut être très clair. En France, en tout cas. Parce que ça a aussi percolé en Europe, ou c'était vraiment... Non, là, c'était vraiment très, très France. Après, en fait, c'est plus compliqué pour les personnes qui cherchent dans ce que moi j'appelle le sport business. Donc, on va dire tout ce mouvement avec les clubs, les ligues, les fédés, les agences, les annonceurs, l'événementiel sportif. Pour celles et ceux qui cherchent plutôt dans l'industrie du sport, donc les marques, les distributeurs, les équipementiers, le marché, lui, continue de grandir. Là-dessus, il y a beaucoup moins de problèmes. Donc aujourd'hui, déjà, c'est plus simple de trouver un taf dans le monde du sport quand on est plutôt côté industrie que quand on est côté sport business. Ça, c'est un truc à avoir en tête. Et après, en fait, les personnes qui, concrètement, qui sont sorties de l'aventure Paris 2024, que ce soit des anciens salariés du comité d'organisation ou des personnes qui avaient des emplois connexes, en fait, aujourd'hui, il y a à peu près 3 tendances. Il y a toutes celles et tous ceux qui sont partis en vacances. Il y a un moment, il y avait un peu une blague de se dire que en février 2025, tu aurais un séminaire d'anciens de Paris 24 en haut du Machu Picchu, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment énormément à se retrouver un peu en plus sur les mêmes itinéraires, etc. Donc ça, c'est pour celles et ceux qui peuvent se le permettre. Après, tu as énormément de personnes qui vont venir valoriser leur expérience de Paris 2024 en créant une activité, que ce soit une activité d'agence, de consultant, de freelance, de collectif. Tu appelles comme tu veux, mais globalement, c'est une personne qui va vendre son temps et son expertise. Donc ça, on en a déjà vu plusieurs passer sur le marché. Donc on s'y attendait, mais voilà, ça se concrétise là, c'est en ce moment. Et après, il va y avoir toutes les personnes qui vont avoir réussi à se tourner vers d'autres GESI, donc les fameux grands événements sportifs internationaux, que ce soit la transition entre guillemets facile mais tardive sur Milan, partir sur Los Angeles 2028, anticiper les Alpes 2030, mais ça c'est vraiment une très très grosse anticipation parce que pour l'instant il n'y a même pas encore de direction générale à l'heure où on enregistre. Il n'y a pas de président non plus. Et en France, en fait, le prochain gros GESI qui est déjà connu, c'est les championnats du monde du cyclisme en Haute-Savoie en 2027, mais qui en termes de volume va être vraiment
entre guillemets ridicule sur, tu vois, il va pas être capable d'absorber les 4200 personnes du club. Et donc en fait, il y a tous ces débouchés-là, mais qui sont des débouchés qui d'un point de vue volume, ne présentent pas des masses très importantes. Après, ça laisse pas mal de personnes qui du coup, en fait, sont en train de se chercher. Parce que du coup, on disait la fête est finie, c'était génial. Il y a aussi un peu la douche froide sur l'investissement de l'État dans le budget du sport. Est-ce que le monde du privé va prendre le relais et réinvestir comme il a pu le faire sur les jeux? Ça, pour l'instant, on ne sait pas et les signes avant-coureurs n'encouragent pas à le penser. Mais du coup, en dehors de ces GESI, c'est quoi les grandes spécificités du recrutement dans le monde du sport? Peut-être les grands ensembles. Tu as commencé à parler des salles de sport, ce qui est le gros recruteur du monde du sport, finalement, parce que c'est là que la demande privée, beaucoup de volume. Tu peux nous cartographier un peu tout ça, nous faire... Je peux repartir du coup des deux ensembles dont je te parlais tout à l'heure. Première partie, on va dire toute la partie vraiment sport business, qui va être, en fait, finalement, c'est toutes les activités de service liées autour du sport, que ce soit donc les clubs, les ligues, les fédérations, les organisateurs d'événements sportifs, que ce soit du public ou du privé, les agences de marketing sportif, les médias, les annonceurs. Tout ça, c'est un premier gros ensemble à l'intérieur duquel tu vas avoir donc tes ayants droit, j'en ai parlé, et après plutôt, on va dire d'autres types d'acteurs qui vont être les agences, les médias et les annonceurs. Globalement, là où il y a le plus d'opportunités, c'est en agence, parce que on en parlait dans l'autre épisode, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de turnover aussi, parce que le métier de l'agence parfois c'est un peu usant, donc tu as beaucoup de turnover, et les agences, c'est en permanence en plein de développement, en train de gagner des nouveaux clients, etc. Donc c'est souvent, tu vois, une bonne porte d'entrée de viser un job, que ce soit un premier ou un job plus tard, en agence dans le monde du sport. Et après, pour prendre l'autre côté du prisme, les postes qui vont être les plus prisés, c'est les postes de, on va dire, de responsable partenariat au sponsoring chez l'annonceur. Tu es assez bien placé pour connaître le sujet. Et en fait, ces postes-là, ils sont hyper sexy et du coup, ils sont très convoités. Et du coup, c'est souvent les plus difficiles à atteindre. Donc, tu vas avoir toute cette première partie-là du marché. Et après, tu as une deuxième partie avec toute la partie plutôt qui est plus liée à la pratique du sport. Et donc là, on arrive plutôt sur les articles et moins sur la notion de service, mais plus sur le produit, avec les marques, les équipementiers et les distributeurs. Donc là, ça va être Adidas jusqu'à la Sportiva sur des marques un peu plus niches en trail, en escalade par exemple. Et des distributeurs, on va avoir de Decathlon jusqu'à du private sport shop sur du e-commerce unique. Et après, tu vas avoir... en fait, du coup, c'est dans cet écosystème-là que je mettrais tous les acteurs, on va dire, de la pratique du fitness, ce genre de choses. Et après, au milieu, tu as l'univers plutôt tech du sport, parce qu'en France, du coup, est réuni sous l'univers de la sport tech, qui va innover soit pour le monde des articles, soit pour le monde des services, mais qui globalement, en fait, est un peu une sorte d'entre-deux, quoi. Dans tous les cas, pour essayer de rentrer dans ce type de job, dans ces industries, puisque c'est finalement plusieurs industries, même si c'est sous le grand chapeau du sport, il faut bien réussir ces entretiens. Tu m'as dit que tu allais nous donner 2-3 tips pour bien réussir ces entretiens d'embauche. On vous le dit à la fin, vous restez bien jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a une spécificité particulière dans le recrutement en Europe ou en France par rapport aux États-Unis qui sont un peu le gros rouleau compresseur du monde du sport? Parce qu'on se l'était dit aussi, c'est que c'est le monde de l'entertainment, du divertissement. Tu as beaucoup de création de nouvelles ligues, de nouveaux sports finalement. Est-ce qu'il y a des spécificités majeures entre l'Europe et l'international, grosso modo? C'est pas tant entre l'Europe et l'international, c'est plutôt le monde anglo-saxon et le reste du monde. C'est un petit peu différent. Donc, du coup, ça inclut le UK notamment dedans. Déjà, le fait de passer par des cabinets de recrutement est beaucoup plus développé dans le monde anglo-saxon que ce qu'il est dans le monde plutôt latin. Ça, c'est vraiment, c'est assez notoire, cette différence-là. Et après, plutôt sur les parcours, les trajectoires et les types de carrière, les anglo-saxons sont bien meilleurs que nous sur la reconversion de sportifs de haut niveau, d'athlètes de haut niveau. Donc, tu vas en trouver beaucoup plus quand tu es dans ce type de pays. Là où finalement, en France notamment, mais aussi en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Espagne, il y a moins cette culture-là. Il y a forcément des belles reconversions, il y a toujours des belles histoires, mais en pourcentage, il y en a quand même beaucoup moins. Et je pense en fait, d'un point de vue recrutement, la principale différence, ce serait que les anglo-saxons ont plus souvent la capacité à avoir des aptitudes transposables d'un poste à l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'on a plus souvent des discussions ouvertes sur le brief et le scope, tu vois, de profil qu'on peut aller chercher quand on est avec des acteurs internationaux que français, et encore plus avec des acteurs qui vont être plutôt anglo-saxons dans le style, qui vont être capables de dire globalement j'ai pas besoin que tu aies fait 10 ans en marketing chez mon concurrent direct pour que je puisse te recruter en marketing, quoi. Tu as peut-être fait des choses un petit peu différentes dans une industrie un tout petit peu différente, mais en fait, je crois en toi en tant que personne, et je crois surtout que les aptitudes, elles sont transférables. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment marqué très culturellement. Et est-ce qu'il y a des pays
qui sont en train d'être les nouveaux Eldorado pour le recrutement dans le monde du sport? Ouais, il y en a deux. Il y a deux zones, on va dire, parce qu'à ce niveau-là, c'est même plus des pays, quoi. Il y a toute la région du Moyen-Orient qui développe énormément. Alors, il y a tous les projets, on va dire, hyper médiatiques de l'après-pétrole qui vont être des Neom, des Alula, donc des projets de développement, en fait, de construction quasiment ex nihilo d'une ville dans le désert qui crée de l'emploi, qui crée de l'événementiel, qui crée l'attractivité d'événements internationaux, qui crée en fait le fait d'accueillir la Coupe du Monde, et du coup on crée un comité d'organisation, etc. Il y a tous ces projets qui sont hyper visibles et qui correspondent à ce que j'expliquais tout à l'heure, qui est plutôt la partie sport business. Et après, en fait, ce qui est hyper intéressant et qui, je pense, en plus socialement a peut-être des conséquences un peu plus positives, c'est toute la pratique du sport qui évolue énormément dans la région. Et donc en fait, tu as beaucoup d'acteurs, des équipementiers, des distributeurs qui sont en train de se créer, de se lancer ou en fait juste de s'implanter dans la région par le biais forcément de joint venture avec des groupes locaux. Forcément, ils contrôlent tout le business. Mais en fait, du coup, ça crée énormément d'offres d'emploi. Et donc, en fait, aujourd'hui, si tu as un parcours plutôt, tu vois, dans le retail du sport, donc vraiment avec un métier de commercial ou de merchandiser ou de marketeur ou autre, en fait, il y a pas mal d'opportunités d'emploi dans toute la région Moyen-Orient qui, en fait, se met à faire du sport et pas seulement à consommer. Je vais pas aller jusqu'à parler d'émergence d'une classe moyenne populaire, etc. On n'en est pas là, mais il y a quand même la pratique qui se développe beaucoup. Et après, de l'autre grande région qui, pour moi, déjà un peu l'Eldorado, elle sera je pense, dans 5-10 ans, c'est l'Inde, qui en fait bouge à une vitesse incroyable sur le développement et l'encadrement de la pratique sportive, puisqu'ils partent de très très loin là-dessus. Pendant Paris 2024, par exemple, sur le canal de la Villette, il y avait House of India, qui était, il y avait les grands comités olympiques qui investissent des lieux un peu emblématiques. Les États-Unis étaient à la bourse, etc. Et donc, House of India, tu dis, attends, l'Inde, c'est quand même pas connu pour être un pays, tu vois, hyper important, une grosse délégation aux Jeux Olympiques, ou Paralympiques, que ce soit été ou hiver encore moins. Et en fait, ils étaient là, mais pour faire des programmes d'observation. Et donc, en fait, ils avaient envoyé je sais pas combien d'experts qui sont venus, qui ont échangé. Et en fait, là, il y a déjà énormément d'Européens et quelques Français qui vont aider à structurer et à développer. Et en fait, tout ça, quand ça va voir le jour et qu'il y a quelqu'un qui va appuyer sur le bouton de l'autre côté, il va y avoir des investissements massifs qui vont débarquer avec des tailles de... Le bouton, il est déjà appuyé. Ouais. Parce que c'est la famille Ambani qui est la famille la plus riche après la famille Mittal, ou quasiment, qui est un peu à la tête du mouvement sportif indien. Et c'est eux qui poussent beaucoup la candidature pour l'Inde 2036. Et en fait, l'avènement du cricket comme sport national à LA fait aussi que ça va donner une espèce de rampe de lancement pour les Indiens autour des Jeux Olympiques. Qui est en effet, l'Inde n'est pas un gros pays olympique. Ils ont gagné 5 ou 6 médailles, je crois, pour Paris 2024, mais avec Pékin. Avec LA 2028, ça va être énorme. Donc, en effet, du coup, le Moyen-Orient, l'Inde. Est-ce qu'on voit une contraction en Europe, une contraction aux États-Unis? Est-ce que l'avènement de la CAN au Maroc, c'est ça? Il n'y aura pas la CAN bientôt au Maroc? Non, je me trompe. Je ne sais pas si c'est au Maroc, mais la CAN, ça arrive là. Et du coup, est-ce que le continent africain commence à se positionner? Parce que j'ai cru lire, il y avait un questionnement sur l'accueil d'un Grand Prix de Formule 1 en Afrique, notamment en Afrique du Sud. Il y a aussi l'Afrique du Sud qui compte se positionner potentiellement sur les Jeux en 2036. Tu vois des soubresauts à ce niveau-là ou pas encore? Sur l'Afrique, c'est toujours un petit peu, sur le continent africain, en fait, il y a 3 ou 4 continents africains différents à l'intérieur. C'est toujours hyper dur dans le sens où, en fait, il y a beaucoup d'initiatives, tu vois, très locales et après, des initiatives, on va dire, régionales, voire mondiales, type accueil de grands événements sportifs internationaux. Et en fait, à chaque fois, tu vois, ça donne l'impression qu'il va y avoir un héritage, que ça va créer quelque chose. Et en fait, on se rend compte que c'est souvent, en fait, des équipes d'expatriés qui viennent livrer l'événement et qui repartent et qui laissent une infrastructure, tu vois. Mais donc, en fait, le vrai héritage local de ce que ça crée, à la fois en opportunité pour les locaux et après, derrière, en impact, il est quand même souvent pas au rendez-vous et c'est un peu le problème à chaque fois, tu vois, qu'on retrouve. Donc, sur le jeu, voilà un peu, tu vois, en tout cas, quand je vois la dynamique sur le continent africain. Et après, non, en revanche, sur le marché européen et nord-américain, la dynamique, elle est hyper positive parce qu'en fait, si tu prends 2 secondes de recul, les gens font de plus en plus de sport, consomment de plus en plus. Il y a plein de choses qui vont pas dans ce que je dis, mais c'est OK. En fait, disons que ça crée quand même de l'emploi, tu vois. Donc, en fait, tu vois, le marché du sport, il est structurellement en croissance et il y a structurellement des opportunités qui arrivent hyper régulièrement. Donc, entre la tendance, on va dire, l'augmentation de la population, le fait que les gens font de plus en plus de sport, que dans le sport, ils différencient leurs pratiques. Tu vois, il y a 20 ans, tu courais, tu avais une paire de chaussures. Toi, aujourd'hui, tu cours, tu as peut-être une paire de chaussures sur route, une paire d'athlètes, une paire de trail, et en plus, tu as une chaussure de rando à côté, tu vois.
Concrètement, ça crée de la consommation, ça crée de l'emploi. Et en plus de ça, on en parlait tout à l'heure, tu as toute la partie entertainment, le sport qui se gamifie, qui devient beaucoup plus proche de l'entertainment avec des investissements qui arrivent, qui sont hyper importants. Bah, tout ça, en fait, en créant des nouvelles ligues, tu vois, type des Cosmos, par exemple, avec la Kings League, des choses comme ça, ou la Baller League. En fait, tout ça, ça crée de l'emploi en plus. Donc, globalement, la tendance, elle est tu vois, toujours à la hausse. Il y a toujours des opportunités. Mais après, il y a un sujet qui est, est-ce que par hasard, on n'essaierait pas de former, et je mets bien des gros guillemets sur former, un peu trop de gens au métier du sport par rapport vraiment au nombre de débouchés qui peuvent exister. Ça, c'est un autre sujet. Mais globalement, les opportunités, elles sont là. Autre élément très structurant, on en parle beaucoup en ce moment, c'est l'avènement de l'IA. Là, on est en plein dans le sommet pour l'action sur l'IA en France. Donc, on accueille les grands noms de l'IA à Paris en ce moment. C'est quoi l'impact de l'IA sur le recrutement dans le sport ? Alors l'IA, c'est vraiment le piège numéro 1, je pense, pour le recrutement dans le sport à différents niveaux. Dans le sens où, en fait, le sujet de fond de l'IA, c'est que ça t'aide à être meilleur sur un sujet que tu maîtrises déjà. Tu vas pas, avec l'IA, maîtriser un sujet que tu ne connais pas du tout du jour au lendemain. Donc, l'IA te permet d'aller plus vite sur un sujet que tu maîtrises déjà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, quand tu es candidat, ça va t'aider à perfectionner un petit peu ta candidature, mais ça va pas t'aider à masquer les défauts si jamais tu n'es vraiment pas là et tu n'es vraiment pas au rendez-vous. Quand tu es recruteur, ça va te permettre d'aller plus vite screener des CV, des profils, parce que au lieu de regarder à la main, tu vois une centaine de CV et de profils LinkedIn, tu vas pouvoir utiliser un outil de screening qui va te faire ressortir les profils. Sauf que quand tu fais ça, tu dépends complètement des biais de la personne qui a paramétré l'IA et de comment le modèle de langage, le LLM qui fonctionne derrière, comment il a été paramétré. Et du point de vue des managers, tu vois, je conduis un peu toujours cette triptyque, l'impact pour les candidats, pour les recruteurs, pour les managers. Pour les managers, l'IA, normalement, c'est juste quelque chose qui est censé t'aider à aller plus vite dans la formation et la progression de tes équipes. Et donc, en fait, il y a vraiment un peu un piège de se dire que l'IA a réponse à tout. En fait, pas du tout. L'IA, ça t'aide juste à être meilleur sur des sujets sur lesquels que tu maîtrises déjà bien. Parce qu'il faut être capable de faire le bon prompt, la bonne recherche, utiliser le bon outil. Et avec, tu vois, la quantité de contenu qui se diffuse et qui se crée autour du sujet, la quantité d'outils, en fait, tu peux être assez vite perdu. Et on arrive à des non-sens, en fait, tu vois, tu reçois 6 lettres de motivation et les 6 sont exactement pareils. Parce que le brief a été fait de la même manière, aller pousser un peu le truc sans comprendre comment l'outil fonctionne, etc. Donc, il y a vraiment un piège autour de ça. Et après, en fait, le vrai impact, tu vois, de l'IA, c'est pas tant aujourd'hui, pour 99% des gens, l'IA, c'est ChatGPT. En fait, là, on est en 2025, l'IA, c'est plus ChatGPT, c'est tous les agents IA qui sont les outils qui viennent par-dessus sur des fonctions verticales, te permettent de vraiment accélérer sur un métier ou sur un autre. Et donc, moi, je recommande vraiment aux gens là qui nous écoutent de comprendre, donc regarder ce que c'est que les agents IA et de voir comment des agents IA peuvent les aider dans leur job au quotidien. C'est un truc qui me surprend toujours, c'est pour l'instant, on a encore assez peu de clients qui nous disent, tu vois, dans leurs attentes sur les profils qu'on va recruter, j'aimerais bien que la personne ait une sensibilité ou ait déjà un peu touché les trucs, etc. Alors qu'en fait, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas un métier sur lequel l'IA ne peut pas t'aider, quoi. Donc, je veux vraiment être curieux, se former un peu sur le sujet. Et je parle pas d'aller se payer une formation, mais juste en fait être curieux, regarder les 2-3 bons contenus, comprendre ce que c'est. Et surtout, en fait, vraiment aller creuser ce sujet d'agent IA qui va être en fait l'application concrète de l'IA au service d'un métier, quoi. Trop bien. Il y a un autre élément structurant dans le monde du sport, c'est que finalement, enfin, c'est pas que le monde du sport, il y a un sujet de fidélisation des jeunes générations dans le monde du sport, enfin, dans le monde du recrutement et de l'entreprise tel qu'il était peut-être ces 10, 15, 20 dernières années. C'est un monde qui évolue beaucoup. Je suppose que les acteurs du monde du recrutement du sport sont un peu soumis à la même déferlante, c'est qu'il y a une nouvelle appétence pour le monde du travail par des jeunes générations, il y a une nouvelle manière de travailler. Qu'est-ce que tu observes, toi, de ton côté, sur en particulier les acteurs du sport par rapport à ce phénomène des jeunes générations et des jeunes femmes, parce que c'est vrai que c'est peut-être, enfin tu vas me corriger, mais peut-être que les recruteurs dans le monde du sport, enfin le monde du sport est peut-être plutôt masculin que féminin, et pourtant elles ont évidemment tout autant leur place que les hommes dans cet écosystème. Ce que j'observe, c'est un fossé. C'est assez simple. Non, mais on rigole, mais en fait c'est pas super drôle. Il y a vraiment un fossé qui est pas générationnel. Genre c'était là-dessus, c'est pas générationnel, c'est culturel sur en fait le rapport entre une organisation et ses salariés. Dans le monde du sport, on a quand même on a la chance d'être dans un monde qui attire, tu vois. Il y a des paillettes, il y a des choses hyper shiny. On a envie de venir travailler dans le sport. Tu vois, c'est cool. C'est cool de travailler dans le sport, c'est génial. Et donc, en fait, tu as quand même des organisations qui ont recruté depuis 10, 15, 20, 30 ans sur la base de « viens bosser chez moi, c'est cool ». Qui n'ont jamais eu, mais bravo elles,
besoin de se poser la question de comment j'attire des gens, tu vois. Quand t'es, et je sais pas pour taper sur eux en particulier, quand t'es, je sais pas, par exemple, le PSG, c'est beaucoup moins dur d'attirer des talents que quand t'es McKinsey ou quand t'es L'Oréal, tu vois, ou les trucs comme ça, qui font rêver peut-être un peu moins de monde. Donc en fait, ce que des acteurs comme, tu vois, des c'est discutable. non, mais des acteurs comme, tu vois, en tout cas des boîtes de conseil ou des trucs, tu vois, un peu moins shiny ou de l'audit, tu vois, ou l'industrie, vraiment moins shiny ou l'industrie. En fait, tu vois, ces acteurs-là, le mérite qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont dû se poser depuis plus longtemps que les acteurs du monde du sport la question de comment est-ce que je reste désirable, moi en tant qu'employeur, pour des salariés, pour des jeunes diplômés ou pour des gens qui travaillent depuis X années. Et en fait, cette question-là, il y a plein d'acteurs du monde du sport qui ne se la sont pas posées. Et aujourd'hui, du coup, tu as un vrai clash entre des personnes qui vont avoir, tu vois, on va dire 40 et plus, qui ont fait des concessions énormes pour commencer dans le monde du sport il y a 10 ans, qui ont accepté de commencer à 24K, 24 000 euros bruts, tu vois, en agence, et en fait, qui aujourd'hui comprennent pas pourquoi il y a des jeunes diplômés qui arrivent et qui disent ouais, moi avec plaisir, hein, mais si c'est pas 38 000 euros, je viens pas. Et en fait, ça, c'est quelque chose c'est un discours qui est très dur à entendre pour une génération, tu vois, un peu plus expérimentée, qui est de se dire, mais attends, moi j'ai accepté de faire des concessions énormes pour venir bosser dans cette industrie parce qu'elle me faisait vibrer, et toi tu me dis que tu es fan de sport, mais t'es pas prêt à faire les concessions. Et ça, en fait, culturellement, c'est dur de faire le rapprochement. Donc ça nécessite de repenser en fait complètement le rapport entre l'organisation et les personnes. Ça, c'est ce qu'on fait notamment chez Boost avec notre activité d'employee experience, pour arriver à casser ce truc de, tu vois, génération Y, génération Z, on n'est pas d'accord, etc., quoi. Parce qu'en fait, le sujet, c'est pas là. Le sujet, c'est vraiment juste comment, culturellement, on change la relation entre l'organisation. Est-ce que tu auras un peu une stat sur la répartition homme-femme dans le monde du sport ou par sous-segment dans le monde du sport, et peut-être aussi nous donner les premiers conseils pour les jeunes générations qui veulent intégrer ce monde du sport? Est-ce que tu leur dis, bah, développe un agent IA by yourself et tu le monétises? Enfin, voilà. J'ai pas de chiffres macro. Les chiffres que je peux donner, c'est ceux que nous, on voit passer sur les recrutements qu'on opère. Donc, on va dire, on a opéré à peu près un peu plus de 150 recrutements depuis qu'on existe Boost. Et sur ces 150 recrutements, on est, selon les années, entre 25% et un tiers de recrutements qui sont des profils féminins. Et ce chiffre-là... Ils sont recrutés ou que vous avez en base de données? Non, qui sont recrutés vraiment in fine par le client. Mais ce chiffre-là, il n'est pas du tout représentatif de la réalité. La réalité, elle est bien en dessous de ça. Nous, on est assez fiers de ce ratio parce que bon, on a un certain nombre d'engagements. Il se trouve qu'on est une entreprise à mission, et dans nos engagements d'entreprise à mission, il y a le fait de promouvoir l'égalité homme-femme, l'égalité des sexes, des genres. Et donc, à partir de là, on se doit, on se donne comme objectif de se dire, on présente jamais une shortlist de candidats sans qu'il y ait au moins un profil féminin. Et donc, parfois, c'est galère. Et à la fin, quoi qu'il arrive, on reste toujours, tu vois, du côté du choix, on va dire, pragmatique et rationnel. C'est-à-dire qu'on n'ira jamais conseiller à quelqu'un de recruter une femme pour, tu vois, la beauté des statistiques parce que c'est une femme. On sera toujours, le juge de paix sera toujours les compétences et la qualification pour le poste. Mais en revanche, tu vois, il y a une stat qui est assez folle, qui est de se dire, toi, en tant que mec, quand tu lis une fiche de poste, si quand tu lis les critères attendus, il y a 40% des critères où dans ta tête, tu te dis, là, j'y réponds, et ben, tu vas candidater. Une femme, il lui faut 85% pour candidater. Et donc, en fait, le vrai travail qu'on a, nous, en tant que recruteurs, c'est de rendre les offres d'emploi accessibles aux femmes. Donc, ça passe par plein de techniques qui, en fait, dans la formulation, rendent l'emploi beaucoup plus accessible. Et surtout, en fait, par le fait d'aller les chercher proactivement, qui est notre métier, qui est d'aller faire de la chasse et de dire, viens, on discute. Mais ne me dis pas que tu te sens pas légitime, viens, on discute. Et en fait, tu vas voir que tu as tout ce qu'il faut pour prendre le poste. On revient sur ces... Il y a des jeunes qui nous écoutent, les jeunes et les moins jeunes, hein. Mais c'est quoi un peu les conseils que tu donnerais pour entrer dans ce secteur? Le premier conseil, en fait, c'est de se rendre compte c'est de prendre un petit peu de recul et de se dire qu'il y a une erreur que 90% des personnes qui cherchent à travailler dans le monde du sport font de manière systématique, et elles ne se rendent pas compte que ça tue quasiment dès le début de leur candidature toute chance d'avoir le poste à la fin. C'est un truc qui est tout simple, il faut juste prendre un peu de recul pour s'en rendre compte et après tu vois à quel point tu fais aucune différence. L'erreur, c'est de commencer ta candidature, ta lettre de motivation, ton entretien en disant « je suis fan de sport ». Tu viens candidater dans le sport, on se doute que tu es fan de sport, tu vois. Sinon, il y a peu de chances que tu viennes à nous aujourd'hui. Et donc, en fait, quand tu commences ta candidature en disant « je suis fan de sport », tu fais aucune différence avec les 100%, les 99,9% des personnes qui ont candidaté. Donc ça, c'est vraiment le premier truc à balayer, c'est de se dire le fait d'être fan de sport n'est en aucun cas un élément différenciant dans ta candidature, donc on le met de côté et on se concentre sur l'expertise métier. Tu l'as dit en intro au tout début, tu as une super phrase pour dire
globalement, c'est un métier avec à la fois de la passion et de l'expertise. En fait, je mettrais à la fois de l'expertise et un peu de passion. Et donc, en fait, vraiment se rendre compte que travailler dans le monde du sport, c'est l'intersection d'avoir un métier, une expertise qu'on vient appliquer à un secteur d'activité qu'est le monde du sport, ça fait déjà toute la différence. Et donc, en fait, pour des jeunes, ou en tout cas des gens qui cherchent un premier emploi dans le monde du sport, avoir une approche qui est de dire je m'appelle X, j'ai fait Y dans tel, je leur fais, je m'appelle X, j'ai commencé dans telle entreprise, j'ai développé telle compétence, telle expertise métier, et il se trouve qu'en fait j'ai un intérêt développé pour le sport, mais pas pour le sport en tant que consommateur ou en tant que pratiquant, pour le sport en tant qu'industrie. Voilà comment je me renseigne, voilà comment je cultive la chose, voilà les tendances que je vois, et je candidate dans votre entreprise parce que je pense que je peux y apporter X et Y fondé sur mes expériences précédentes. En fait, tu fais déjà toute la différence. Donc, vraiment, la clé d'entrée de se dire, pense que ta clé d'entrée, c'est ton expertise métier et pas ton intérêt pour le sport, tu fais déjà la différence avec 99% du marché. Et donc, si en plus de ça, tu vas ajouter des conseils qui, franchement, peuvent paraître tout bêtes, mais encore une fois, que très, très peu de monde font, à savoir, en fait, te poser la question de qu'est-ce que je peux faire pour décrocher ce job. Là, tu me dis que tu es hyper motivé, mais en fait, le décalage entre les gens qui disent être hyper motivés et ceux qui le sont vraiment, il est hyper important et il est très facile à mesurer. Donc, tu as beaucoup de personnes qui vont dire, moi, je suis hyper motivé pour le poste. Ok, mais en fait, qu'est-ce que tu fais là en ce moment qui montre que tu es motivé? Déclaratif, mais il n'y a aucune action. Alors qu'en fait, par moment, nous, ce qu'on voit, c'est que tu as des gens, et notamment des plus jeunes, qui en fait osent et font des candidatures, mais en fait, tu as envie de leur donner le poste direct. Parce que quelqu'un qui va candidater, mais qui va tout de suite t'envoyer un doc avec voici ma vision du poste, les étapes que j'ai envie de développer, tel ou tel truc, tu vois, avec 5 slides, un peu de PowerPoint. Et même s'il y a des choses qui sont fausses dedans, etc., dans l'envie, dans ce que ça démontre de la personne, sa capacité à prendre le sujet de manière proactive, en fait, tu fais une différence énorme. Donc vraiment, tu vois, le premier conseil, c'est la passion, ça vient en deux. Et le deuxième conseil, c'est posez-vous la question de qu'est-ce que je peux faire? Si vraiment le job, c'est le job de mes rêves, qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir? Je peux envoyer un mail à la personne pour la remercier d'avoir pris du temps d'entretien. Je peux écrire, je peux demander une reco, je peux faire un petit doc pour imaginer un peu comment je vois la suite. Je peux partager, je peux rebondir. En fait, c'est un monde qui est libre, quoi. Tu as le droit de t'exprimer auprès des personnes. Donc, vas-y, utilise tout ça. Souvent, il y a un peu le débat sur ce qu'on recrute pour des hard skills, on recrute pour des soft skills. Déjà, je veux bien que tu définisses ces deux notions. Et comment, toi, tu vois la pondération des deux dans les recrutements? Donc, hard skills, on va vraiment faire référence aux expertises métiers. Tu vois, une compétence particulière en marketing, en commercial, en merchandising, en licensing, en ce que tu veux, en droit média, en développement de produits, bref. Et après, les soft skills, ça va plus être ce qui tient à de l'humain et à de la relation humaine. Après, ce qui est assez perturbant, c'est que d'une boîte à l'autre, parfois dans les soft skills, tu vas retrouver la gestion de projet, qui en fait est vraiment un hard skills de base, quoi. C'est une compétence métier technique. Et il y a certaines boîtes dans lesquelles ils considèrent que c'est plutôt un soft. Les softs, c'est vraiment ta capacité à bien t'intégrer, pour moi, dans l'entreprise, à avoir des bonnes relations et à faire en sorte que les gens soient contents de te voir, que toi, tu sois content de les voir aussi et que tu aies tout ce sens un peu en fait des relations humaines. Et après, la pondération, c'est vraiment une question de culture de boîte. Tu vas tomber sur des profils tu vois, de boîtes et d'entreprises qui vont être 100% sur le hard en te disant bah voilà, en fait, nous, on veut de la perf, de la perf, de la perf. Et à la limite, tes valeurs humaines, c'est pas grave parce qu'on est ensemble. Et d'autres chez qui c'est beaucoup plus marqué. Mais en moyenne, tu vois, à chaque fois qu'on lance un recrutement, on fait un atelier, on fait une scorecard en fait fictive avec nos clients pour dire voilà, on a 100 points à répartir, vous avez donné 7 critères, comment est-ce qu'on répartit les 100 points sur les 7 critères? Généralement, la partie soft, adéquation avec les valeurs de l'entreprise, si je la résume comme ça, elle représente, on va dire, 5 à 15% de la note. Tu vois. Voilà, pour donner un peu le... Ouais, finalement très faible. Peut-être, alors je me trompe, mais c'est peut-être ce qui détermine la longévité et l'adéquation entre un poste et un candidat, non? Ouais, alors oui, ça détermine en partie, mais en fait, tu vois, on en revient au fait qu'une organisation, ça a des objectifs, ça doit se développer, ça doit tenir des résultats, tu vois. Et donc, à partir de là, je suis assez partisan de se dire que la performance, elle est importante. Et en revanche, la performance, elle n'exclut pas l'épanouissement individuel. Et au contraire, l'épanouissement individuel est un facteur clé de succès, tu vois, monumental pour la performance. Et donc, en fait, la question, c'est plus de se dire, tu vois, finalement, la partie soft skills, que je disais, c'est une condition hyper importante pour l'engagement, la fidélisation. En fait, c'est plutôt c'est un critère de go no go, c'est un critère sine qua non, quoi. Si t'as pas cette adéquation de valeur, en fait, c'est même pas est-ce qu'elle vaut 5 ou 10 ou 15%, c'est juste si elle est pas là, en fait, il y a aucune histoire à écrire ensemble. Donc, le vrai sujet, c'est plutôt ça, je trouve, de se dire comment est-ce qu'on s'assure de cette bonne adéquation. Et derrière, comment est-ce qu'on a une expérience, comment est-ce que moi, en tant qu'organisation, l'expérience que je propose aux personnes qui travaillent chez moi, elle est bien adaptée et elle leur permet de grandir et de continuer à s'épanouir. Ouais. Tout à l'heure, tu disais pour les personnes, notamment de Paris 2024,
Il y en a beaucoup qui vont se lancer dans la création de leur propre agence, peut-être se présenter en consultant. Est-ce que cette solopreneurialisation du monde du travail, je ne sais pas si on peut se la dire comme ça. Ubérisation. Ubérisation. Mais le fait de se dire, je peux être mon propre patron et proposer mes services en direct à des clients ou via des intermédiaires, est-ce que ça impacte ton métier et le métier du recrutement? Et si oui, comment? Tu vois, Ouais, ça l'impacte, oui, dans le sens où quand tu vois une mission, par exemple, qui est prise par un free au lieu d'avoir un poste qui est recruté, ça, du coup, il y a moins d'activité pour les recruteurs et pour les cabinets de recrutement. Ouais. Donc oui, forcément, ça a un impact. Mais après, qui reste quand même à la marge, tu vois, encore. Donc, il n'y a pas une conséquence directe. Est-ce que c'est pas une tendance de fond? Parce que là, on le voit dans le monde du travail que tout le monde dit demain, on sera tous nos propres patrons. Enfin, c'est ce truc de solopreneurialisation, je crois que je l'ai déjà lu, tu vois. Mais si la tendance dans 20 ans, c'est de dire qu'il y aura moins de structures collectives, mais ça sera plein de nucléaires, des petites cellules. Mais qui vont fonctionner ensemble sans appartenir à une grande organisation. Comment on se positionne dans le monde du recrutement pour ça, ou comment on accompagne ces profils-là pour être meilleurs dans la création de ces cellules? Ouais, bien sûr. Ouais. En fait, je pense que déjà, tu vois, il y a une réalité, c'est que ce qu'on se dit là, c'est avec un prisme déformant qui est, tu vois, un milieu CSP+, urbain. Il y a quand même énormément d'endroits où le sujet, c'est pas du tout, tu vois, l'ubérisation du travail ou le fait de passer à ton compte, quoi. Vraiment pas. Donc déjà, faut remettre un peu de contexte macro, c'est que ça concerne une frange assez réduite de la population et des emplois dans le monde du sport. Et à partir de là, du coup, il n'y a pas cette vraie tendance de fond de se dire que ça va avoir un vrai impact et que nous, on doit se positionner ou changer une façon de faire. Nous, finalement, si tu veux, notre compétence de fond, c'est de faire en sorte qu'il y ait la bonne personne au bon endroit dans les bonnes conditions. Globalement, c'est ce qu'on fait, tu vois, sur nos différents métiers. Donc après, en fait, que le contrat de travail, ce soit un contrat de free ou de CDI, en fait, tu vois, ça change pas vraiment. Donc en fait, ma réponse, c'est ça, c'est dire le sujet, c'est l'adéquation. Ça reste besoin les qualifications. Très bien. Donc peut-être que demain, vous allez placer beaucoup plus de free que de gens en CDI. Alors, on l'a déjà vu sur Paris Lyon Case, on a été sollicité par des structures qui avaient besoin de recrutement plutôt, tu vois, court terme sur des projets de 6 mois liés au jeu. Ça, c'est des projets sur lesquels on est complètement capable d'intervenir. On l'a fait, ça s'est très bien passé, tu vois. Et ça, on sait que oui, ça peut se développer. Et en fait, si tu veux, en termes de tendance marché et d'impact plutôt pour nous en tant que cabinet de recrutement sur le secteur, la vraie tendance de fond, c'est le développement du RPO, donc pour Recruitment Process Outsourcing, qui est en fait le fait de placer des consultants en recrutement chez les clients pour intervenir sur des projets à durée limitée. Et donc ça, en fait, c'est vraiment quelque chose qui se développe à vitesse grand V. C'est un mode d'accompagnement que nous, on a développé forcément pour nos clients et du coup, qui marche très bien et qui est beaucoup plus adapté au recrutement de profils freelance. On se projette un peu, on a commencé à se dire qu'est-ce qui va se passer dans 10, 15, 20 ans. Peut-être déjà, si on se positionne à 5 ans, c'est quoi ta vision du monde du recrutement dans le monde du sport dans 5 ans? Dessine-moi un mouton. Alors, je pense qu'en fait, elle va arriver très très vite parce que pour moi, la grosse évolution qu'il va y avoir dans le monde du recrutement, mais en fait, dans le monde du travail de manière générale, c'est sur la partie IA et c'est l'avènement des agents IA avec des agents qui vont être hyper perfectionnés. Là, nous, concrètement, on a commencé c'est un sujet qu'on creuse déjà depuis longtemps et maintenant, il y a des solutions sur le marché qui te permettent de faire un entretien avec un robot. Sauf que toi, en tant que candidat, tu te rends pas forcément compte que c'est un robot. Et donc, en fait, à partir du moment où tu as ça dès 2025, tu vois, le monde du recrutement dans 5 ans, en fait, c'est même pas dans 5 ans. Là, c'est là, concrètement, en novembre et en décembre, à quel point ça aura déjà changé. Donc, je pense qu'en fait, ce vers quoi ça va recentrer les débats, c'est quels sont les moments dans la chaîne de valeur du recrutement où l'humain n'est pas remplaçable. Et le moment où l'humain il n'est pas remplaçable, c'est dans l'évaluation d'une personne, dans le ressenti, dans le partage justement de cette fameuse adéquation dont on parlait avant. Ça, je pense qu'il n'y a pas encore, tu vois, il n'y aura pas d'IA qui sera capable de sentir cette finesse-là. Tu pourras faire de l'IA pour toute la partie, on va dire, hard skills, vérifier, etc. Mais comprendre à quel point la personne, c'est la bonne personne par rapport à ton projet d'entreprise, ça sera toujours hyper dur de le remplacer parce que c'est vraiment de l'humain. C'est la part d'humain. Donc en fait, pour moi, ce que ça va nécessiter, les impacts qu'il va y avoir, c'est que tu vas avoir toute une partie de la chaîne de valeur du recrutement qui va être, on va dire, opérée par de l'IA. Donc, on va être des screenings de CV, des relances, des calés d'entretien, des choses qui n'ont pas une valeur ajoutée énorme. Au passage, nous, c'est des choses qu'on a déjà tout automatisé, en fait, sans passer par l'IA, mais juste automatisé depuis très longtemps chez Boost. Et donc, avec du no-code, on est dans un sujet de no-code, voilà, on est assez fan de no-code, on a bien taffé ce sujet-là. Donc, en fait, le vrai sujet, c'est qu'il va y avoir, je pense, sur toutes les premières étapes, moins d'humains. Et en revanche, l'humain va se recentrer sur de la vraie expertise technique. Je disais tout à l'heure, l'IA, le piège, c'est que ça t'aide pas à être meilleur sur un sujet que tu maîtrises pas.
ça t'aide à être meilleur sur un sujet sur lequel tu es déjà très bon. En fait, ça va vers l'ultra spécialisation, qui en plus est une deuxième tendance marché. Je crois que je sais plus si c'est dans cette discussion que j'en parlais. Tu as les gros cabinets de recrutement tu vois, américains, ils se sont plutôt cassés la figure en 2024. Ils ont lancé entre moins 15 et moins 20% d'activité. En revanche, les cabinets, on va dire, indépendants et très spécialisés sur une industrie, sur un secteur, eux ont plutôt le vent en poupe. Et donc, entre l'IA qui va être un peu un piège pour des profils trop généralistes et qui va renforcer cette ultra spécialisation et les demandes du marché qui semblent se dire, nous, en fait, moi, quand je suis chez Adidas et que je travaille avec un cabinet de recrutement, j'ai envie de parler la même langue que la personne de l'autre côté. J'ai envie d'avoir un recruteur qui sait ce que c'est que mon métier, qui connaît mon organisation, qui connaît la réalité de mon travail, qui sait qu'à la fin, en fait, il faut vendre une paire de chaussures en magasin. Je pense que c'est vraiment ça la réalité. Mais j'ai pas besoin de quelqu'un qui a des études, tu vois, généralistes et qui derrière va bosser dans l'après-midi pour une marque en FMCG et le lendemain pour une industrie et le lendemain pour un cabinet d'audit, quoi. Donc, en fait, les deux tendances vont vers la prime à l'ultra spécialisation. Donc, moi, je suis assez optimiste, du coup, pour le développement de Boost, mais en fait, de tous les acteurs aussi connexes de cette industrie. Donc, ouais, pour moi, ce qui est vraiment la grosse tendance, ça va être ultra spécialisation. On va clôturer cet épisode. On s'était dit qu'on allait essayer de donner des petits conseils, voire des petites... je sais pas, alors, tu n'as peut-être pas des postes ouverts là, auxquels dont tu pourrais nous parler, mais peut-être se quitter avec 3, 4, 5 conseils un peu clés. On a commencé un petit peu à en parler sur les conseils, mais peut-être voilà, nous donner les 2-3 outils qu'il faut avoir pour être sûr d'intégrer cet écosystème ou pour être sûr de continuer à évoluer dans cet écosystème. Carrément. Ouais. Le premier peut-être, c'est considérer qu'une lettre de motivation, ça ne sert à rien, et considérer qu'un CV, ça va peut-être en choquer plus, ça ne sert non plus à rien, et que maintenant, en fait, ce qui fait foi, c'est LinkedIn. Notamment avec l'avènement de l'IA, en fait, tu as énormément d'outils de screening qui se font sur la base des LinkedIn et pas sur la base des CV. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps que tu prends toi en tant que candidat et que tu investis sur faire un beau CV, en fait, jette ce temps et investis-le 100% sur ton LinkedIn. Donc en fait, investis ton temps à fond sur LinkedIn parce que la plupart des outils, ils viennent scraper ton LinkedIn. Et quand des cabinets, là j'ouvre un peu le capot de comment nous on va chercher nos candidats, on va pas les chercher dans une CV Tech. Tu vois, le mot est daté, quoi, c'est Windows 95. On va pas chercher nos candidats dans une CV Tech. On va chercher nos candidats sur LinkedIn. Oui, on a notre base de données en interne, mais le vrai outil hyper puissant qui te permet d'aller chercher les candidats et les candidates en fonction de leur expérience, de ceci, de cela, ça reste LinkedIn. Et donc, en fait, tout le temps que tu investis sur ton LinkedIn, et je parle pas en création de contenu, je parle même pas là de commencer à publier, je parle juste d'avoir un profil à jour. Ça, c'est vraiment, je pense, le truc numéro 1 à faire quand tu commences à candidater. Et donc, un profil LinkedIn, c'est quoi? C'est déjà bannières et photos qui sont professionnelles. C'est pas la photo toi avec tes potes à ton mariage, et c'est pas une bannière avec le club de foot que tu soutiens. C'est un truc pro. Et derrière, en fait, c'est des descriptions avec des mots qui vont te permettre de ressortir dans les moteurs de recherche. Ça, c'est vraiment hyper important de venir décrire, tu vois, tes expériences et de mettre du concret, donc des résultats, des chiffres, du quantitatif, et de venir donner des exemples très concrets de ce que tu fais. Plus tu remplis, plus tu utilises de mots pour décrire ton activité, plus tu te donnes des chances de sortir dans des outils de screening de la part de l'IA. Parce que le problème du screening avec l'IA, et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, si elle n'est pas bien paramétrée à la base et que tu n'as pas un recruteur derrière qui l'utilise de manière hyper fine pour dire attends, mais tel mot dans tel contexte, il peut m'intéresser, etc. En fait, tu vas jamais ressortir si ton LinkedIn, il y a juste marqué chef de projet et business development, qui sont les deux titres de poste les plus imprécis au monde. Tu as fait bien votre LinkedIn, ça c'est vraiment le premier conseil parce que c'est de plus en plus la porte d'entrée dans les candidatures. Deuxième, bon, je reviens pas dessus, l'expertise en un, la passion, la met au vestiaire, ça c'est vraiment très bien. Les experts, ça fait gagner de l'argent à les entreprises, les fans, ça remplit des stades. Ils ont chacun une utilité dans la société, c'est très bien. Il faut être très clair avec le sujet. Après, en 3, je dirais d'essayer d'avoir une vision. Aujourd'hui, ce qui fait la différence, nous souvent, tu vois, deux candidats ou candidates sur une finale, ça va pas tant être les hard skills ou les soft skills, ça va être la vision que la personne, elle porte de son métier et de l'évolution un peu des tendances. Et donc ça, il y a un truc qui est très simple, c'est que, tu vois, il y a pas longtemps, on a eu en finale 2 profils. Profil, on va dire plutôt 25-30 et un profil plutôt, tu vois, 40-45 sur le même poste. Et donc, en fait, les deux, en termes de... Donc, forcément, t'en as un qui avait plus d'expérience, plus de bouteilles, etc., qui avait plus de choses à faire valoir. Mais en fait, le profil plus jeune, il est arrivé avec une telle vision, une telle ambition et il s'est dit, en fait, moi, mon métier, il évolue de telle manière. Voilà les tendances de fond, voilà ce qu'il faut faire, voilà les erreurs que vous faites, voilà là où on va aller ensemble, voilà ce que je vous propose, voilà comment on va aller chercher toute une nouvelle génération de consommateurs, etc., et de clients. En fait, il est arrivé avec une telle envie et une telle vision, encore une fois, de comment faire évoluer son métier, qu'en fait, la discussion, elle a même pas eu lieu, tu vois. Et c'est même pas une question de package. On peut avoir des gens qui vont dire, bah oui, forcément, il est payé 2 fois moins cher. Là, c'est même pas le sujet de l'investissement. C'est juste de dire, il y a quelqu'un qui arrive
avec une position qui est ultra offensive et qui dit en fait, moi, voilà où est-ce que je veux qu'on aille ensemble. Et donc ça, en fait, j'encourage vraiment toutes les personnes, encore une fois, si on revient sur l'expertise métier, à se faire une conviction, une vision sur mon métier, comment il évolue et en fait, comment est-ce que je peux le faire de manière différente demain. Et l'IA est forcément, tu vois, un sujet qui va revenir hyper souvent dans cette discussion-là. Donc vraiment, cette notion de vision, de conviction, pour moi, elle est hyper importante. Et donc ça, c'est de la curiosité, c'est consommer des podcasts, c'est consommer beaucoup de contenu, c'est aller lire ce qui se passe aux États-Unis. Je fais ta pub au passage. C'est sympa. Tu vois, c'est en fait, c'est se renseigner et tu rigoles, mais être conscient en fait. Mais j'ai eu des retours comme quoi il y avait des candidats qui avaient écouté mon podcast avec le recruteur, avec la boîte dans laquelle ils voulaient intégrer. Et l'autre feedback que j'ai eu, c'était des investisseurs qui, avant d'investir dans la boîte de mon invité, avaient écouté l'épisode pour se dire est-ce que le mec il a la tête. Et c'est hyper important. Et tu vois, nous, quand on est amené à recruter pour une entreprise dont un des porte-parole a fait un podcast, en fait, pour nous, c'est du pain béni. Parce que tu vois, derrière, en fait, nos candidats, on les coach, tu vois, pour qu'ils soient au meilleur niveau possible pour l'entretien. En fait, derrière, on leur download tout ça, on leur envoie, on leur partage. Et eux, ils peuvent se nourrir énormément du sujet. Donc ouais, ça, c'est, je pense, le dernier conseil que j'aurais pour des candidats. Et après, j'en ai un plutôt pour les RH, et pour les managers et pour les recruteurs. Il y a une stat qui est assez, on va dire, édifiante. C'est les sources d'infos qui sont utilisées par les RH pour communiquer sur la marque employeur de la boîte et les opportunités d'un côté, et de l'autre côté par les candidats pour chercher les infos. Donc le premier des deux côtés, c'est le site carrière de la boîte. Pas de sujet, t'es RH chez Adi, tu vas communiquer sur le site carrière d'Adidas pour dire voici nos valeurs, voici les postes qui sont ouverts. T'es candidat, tu veux travailler chez Adidas, tu vas sur le site carrière, il n'y a pas de sujet. Mais en fait, derrière, le deuxième média qui est utilisé par les candidats, c'est les sites d'information et les articles en ligne de plateformes non propriétaires. Donc, je ne parle pas de réseaux sociaux, je parle vraiment plutôt d'articles, tu vois, de blogs et de médias qui vont parler de l'actualité d'une entreprise et de ce que c'est que de travailler dans cette entreprise. Et donc ça, tu vois, ce média-là, il est regardé à 67% par les candidats et les candidates. Et du côté des boîtes, il est utilisé à 14%. Et c'est le média sur lequel il y a le plus grand écart. Et donc, en fait, ce que ça montre, c'est qu'il y a une nécessité de la part des entreprises à commencer à travailler leur marque employeur comme une marque, en fait. C'est dans le nom d'ailleurs, marque employeur. Et de se dire, une marque, elle n'existe pas que quand elle parle d'elle, elle existe aussi quand les autres parlent d'elle. Et donc là-dessus... Own and earn. Ouais, exactement. Own, le earn, enfin le PSO, tu peux vraiment appliquer exactement les mêmes. De se dire que moi, en tant que marque employeur, il faut qu'il y ait d'autres gens qui viennent parler de moi. Et donc là-dessus, tu as un peu deux options. Soit tu es, on va dire, de la PME et tu vas aller travailler avec de la PQR très locale pour, tu vois, avoir le petit article sympa qui va dire, voilà ce que c'est que de travailler dans telle ou telle entreprise, etc. Soit tu vas avoir plutôt des plateformes plus médiatisées quand tu es une grosse boîte qui vont te permettre de venir mettre en avant ta marque employeur et ton employee experience, comme on aime bien l'appeler. Et c'est typiquement nous ce qu'on propose, tu vois, avec Sporty Job, de se dire, en fait, on va pas seulement valoriser vos offres d'emploi, mais on va valoriser votre marque employeur et ce que c'est que de venir travailler chez vous. Et donc, en fait, il y a vraiment le petit conseil pour les RH, c'est de commencer à faire des RP, en fait, sur votre marque employeur et faites en sorte qu'il y ait d'autres plateformes qui parlent de vous. Trop bien. C'est le mot de la fin? Ouais, je pense que c'est bon. Cool. Merci à tous d'être encore là. Évidemment, vous vous abonnez, s'il vous plaît, pour ces petits contenus. J'espère que ces épisodes un peu thématisés sur une grande verticale, ça continue de vous plaire. N'hésitez pas à suivre Dream Team, à suivre Boost et PE, qui contribue beaucoup sur LinkedIn aussi. Et c'est toujours assez intéressant, tout ce que tu écris. Moi, je l'ai dit avec intérêt. On se retrouve très bientôt et à très vite. Merci Pierre. Ciao.